Oui, nous voilà en direct. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce chat. Vous ne pouvez pas vous voir, mais nous vous voyons, nous vous entendons. Vous pouvez réagir dans le chat et nous allons effectivement répondre de façon interactive. Voilà, donc n'hésitez pas dans le chat, le bouton question que vous avez en droite. Et nous allons passer 1 heure ensemble. Je suis Thomas Tressac, je suis à la com RSE Innovation chez Noémie Bastos, de la direction entreprise Orange France. Et nous avons créé avec notre partenaire le CFPJ le club des communicants B2B, le club comme B2B. Et effectivement, d'ailleurs dans le chat, vous voyez, vous pouvez nous rejoindre. On vous a mis dans le chat, voilà. Et n'hésitez pas à nous poser des questions, nous dire coucou dans le chat. Ça nous rend la chose plus agréable, même si nous ne voyons pas, nous vous entendons et vous pourrez échanger. Nous allons passer 1 heure ensemble, mais pour ce faire sur le thème de la com responsable, qui est moteur de transition, qui est un thème pas simple. Mais pour ce faire, je vais être épaulé pendant cette heure d'experts du sujet, de la com responsable. Donc du coup, peut-être vous présenter, Noémie Bastos, à toi l'honneur. Bonjour, je suis donc Noémie Bastos et je suis directrice, comme tu l'as dit Thomas, de la communication B2B France au sein d'Orange France. Merci Noémie. Fabrice. Bonjour à tous, Fabrice Averio, directeur conseil du groupe Abilways, dont CFPJ fait partie, CFPJ que j'ai dirigé pendant quelques années, donc qui forme aussi bien au journalisme que la communication, et j'ai le plaisir d'accompagner beaucoup de clients sur leur stratégie de communication et de professionnalisation de leur filière communication. D'accord, j'en profite pour dire un petit coucou à tous ceux qui arrivent sur le chat. Bonjour Lionel Cosignac, bonjour Florence, bonjour Community Manager, je ne sais pas qui c'est, mais bonjour Sylvie Soria. Voilà, des gens que nous connaissons, nous sommes entre nous. Et d'ailleurs, pour rester entre nous, un ancien d'Orange, Luc, tu veux te présenter ? Bonjour à toutes et à tous, merci Noémie et Thomas pour votre invitation. Luc Breton, donc j'ai effectivement été en charge de l'innovation du groupe Orange pendant plusieurs années, plus de 6 ans. Actuellement, je suis dirigeant d'une société qui s'appelle NextGen, c'est ce que vous voyez derrière moi. Et NextGen, c'est un institut de formation qui s'intéresse à 2 choses essentiellement. Les organisations qui déploient de l'innovation managériale, ce que j'ai eu l'occasion de faire chez Orange pendant de nombreuses années, et puis qui sont à impact, c'est-à-dire qui ont une influence, sous-entendue positive, sur la société et l'environnement. Et j'ai eu l'occasion, entre Orange et la création de NextGen, de faire un tour du monde dans 30 pays pour aller interviewer 250 leaders qui, comme moi, chez Orange, avaient fait de l'innovation managériale à l'échelle. Et donc, je pourrais, si l'occasion se présente dans ce webinaire, donner quelques anecdotes de ce tour du monde. D'accord. Merci Luc. Alors Milan, toi tu n'es pas un ancien d'Orange, mais tu travailles beaucoup avec Orange. Voilà, ça viendra peut-être. Non, pour l'instant, je travaille beaucoup avec, mais je suis pas chez Orange. Non, bonjour à tous. Merci d'avoir pris sur vos agendas pour partager ce temps avec nous durant 1 heure. Donc moi, je suis Milan, je suis coordinateur de la Commission nationale politique jeunesse de APF France Handicap, qui est la première association du pays qui milite en fait pour l'accès aux droits. C'est très général ce que je vous dis, on pourra éventuellement en reparler, mais en tout cas, qui milite pour l'accès aux droits des personnes en situation de handicap. Et à ce titre-là, notamment au travers de nos délégations territoriales qui sont présentes dans tout l'Hexagone, on travaille avec Orange Solidarité sur la formation à l'accessibilité numérique. Voilà. Donc, familier d'Orange, mais pas encore salarié d'Orange. C'est un message, non? Je vous laisse seul juge de mes propos, chers amis. Et du coup, effectivement, on va y revenir plus en détail, mais c'est quoi votre mission principale au sein des handicapés, auprès des handicapés? Elles sont multiples. On est notamment gestionnaire d'établissements. On a 428 structures à travers le pays. On a les délégations territoriales que j'évoquais, qui sont donc au nombre de 96. Et
dont la mission principale, c'est de mener des actions de lutte contre l'isolement social, hein, puisqu'on est quand même dans un pays dont 5 millions de personnes sont en situation de mort sociale et beaucoup sont des personnes en situation de handicap. Et puis on a un troisième volet qui est transversal, mais qui est celui justement du plaidoyer sur l'accès aux droits, à la citoyenneté notamment des personnes en situation de handicap, pour lequel, c'est le cas aujourd'hui, hein, on va en parler, mais pour lequel le numérique est notamment un vecteur. D'accord, merci. Et du coup, bon, le thème qu'on a choisi, la com responsable, moteur de transition, c'est pas un thème simple. Ça veut dire quoi, la com responsable, Fabrice, d'après toi? Enfin, c'est quoi ce sujet? Alors déjà, d'où je parle, plutôt l'observation récemment de stratégie de communication, et on parle bien de la communication, on ne parle pas du côté responsable d'une organisation, mais bien de la communication responsable. Alors, comme nous sommes en période électorale, j'aurais un slogan à partager avec vous. Et ce slogan, c'est sens, utilité, frugalité. Évidemment, et d'ailleurs, ça aide beaucoup de directions de communication à se positionner en interne. La question du sens est tout à fait primordiale. Quel sens ça a de communiquer sur ce sur quoi on communique, hein, quel est le sens pour nous, quel est le sens pour l'émetteur, quel est le sens pour le récepteur, quel est le sens pour l'organisation. Voilà, interroger le sens est quelque chose d'absolument fondamental, mais là, rien de nouveau sous le soleil. Mais ce dont on s'est aperçu récemment, c'est que parfois, une communication a beaucoup de sens, au sens responsable du terme, mais on ne s'est pas suffisamment intéressé à est-ce que cette même communication est utile pour le public cible auquel on s'adresse. C'est-à-dire qu'en fait, pour interroger le sens, il faut avoir une vision stratégique. Mais si on a une vision trop stratégique, on peut en oublier d'aller à un autre niveau plus opérationnel qui est l'usage, qui est le quotidien des publics cibles auxquels on s'adresse. Je prends un exemple récemment dans une institution publique. Une communication avait été décidée, le public cible trouvait ça intéressant, c'était utile, mais c'était sa priorité numéro 4. Et en fait, ça n'a pas été reçu de bonne façon, tout simplement parce que le message qui a été reçu, c'est « Ok, c'est bien gentil, mais en fait, ce n'est pas ce qui nous est le plus utile au quotidien, donc l'émetteur n'a rien compris à notre quotidien professionnel. » Et je vois que dans cette dichotomie, on interroge le sens, on interroge l'utilité, il faut bien les deux jambes pour que ça fonctionne et que la communication soit perçue comme responsable auprès des publics cibles. Et le troisième point, c'est la frugalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de communication responsable si on n'est pas dans un mode de « on recycle ». On s'inspire de ce que fait le voisin pour faire sa communication dans son couloir de nage, parce qu'aussi on va rajouter à de la cohérence et pas à de la division ou de l'incohérence ou envoyer des messages divergents. Vous savez que c'est une de mes marottes. Voilà. Et dans cette frugalité, il y a aussi le fait que les parties prenantes puissent communiquer par eux-mêmes assez simplement, assez facilement, et parfois utiliser des outils un peu plus low-tech, d'être professionnalisés à leur niveau, pour que les gens puissent avoir la fierté de dépasser leurs freins, de pouvoir communiquer, etc. Je pense à des initiatives qui sont faites, et je sais qu'elles m'écoutent chez SNCF au niveau des conducteurs et des conductrices de train. C'est vrai que c'est génial que des conducteurs et des conductrices de train puissent poster sur les réseaux sociaux leur matinée, leur soirée, leur spectacle, leur paysage, etc., etc. Et pour communiquer sur quoi, et ça a beaucoup de sens, sur le fait qu'on peut être conductrice de train chez SNCF et que c'est génial et que ça marche bien. Voilà. Avec un lien avec la marque employeur sans doute, etc., etc. Donc, voilà, vraiment, sens, utilité, frugalité, c'est les trois choses qui font le plus, qui émergent le plus de toutes ces stratégies récentes qu'on a pu observer depuis le CFPJ. Merci Fabrice. Et du coup, j'ai une petite question complémentaire. Toi qui travailles avec beaucoup d'entreprises, qui fait le tour de France, pour avoir une bonne com responsable, il faut des dirigeants responsables. Donc, est-ce que c'est au cœur de la stratégie d'avoir une dimension raison d'être ou à décliner ou donner du sens? Alors, moi, je pense pas que tout doit être complètement lié à ce niveau-là. C'est-à-dire que moi, je trouve que les organisations, globalement, font le maximum. Alors, évidemment, il y a la loi Pacte, il y a le fait d'avoir, voilà, certaines sont entreprises à mission, d'autres ne peuvent pas l'être, certains utilisent les objectifs de développement durable, etc., etc. Mais voilà, il faut que, à un moment donné, la direction de la communication, ce matin, dans un grand groupe d'assurance, on avait exactement cette discussion-là, puisse avoir une discussion avec le comité de direction pour dire, ben voilà, on va faire le lien. En fait, si vous voulez, il faut que la communication responsable soit au service d'une stratégie responsable de l'organisation. Et il n'y a pas besoin d'être non plus, que la copie soit à 100% et d'être parfait. Il faut accepter l'imperfection. Et en même temps, il faut l'assumer. Et dans ces imperfections, il faut gérer le quotidien. Voilà.
Merci Fabrice. Et du coup, Noémie, je me tourne vers toi. Est-ce qu'il y a une com responsable chez Orange aussi, ou des communicants responsables? Alors écoute, oui, bien sûr, Fabrice parlait du sens juste avant, il a répété plusieurs fois. Je pense que le contexte de la crise qu'on vient de vivre là, pendant 2 ans, elle nous aura justement permis de réfléchir beaucoup, que ce soit individuellement ou collectivement, au sens, justement. Le sens, c'est quelle orientation j'ai envie de donner à ma vie aujourd'hui, à mon travail, qu'est-ce que j'ai envie d'offrir à mes enfants demain, aujourd'hui et demain. Dans quoi je vais m'épanouir et surtout, où est-ce que je me retrouve en phase vraiment avec mes valeurs. Donc, je pense qu'il y a eu vraiment un besoin déjà de s'interroger, déjà, encore une fois, individuellement et collectivement, sur ce qui était essentiel. Et à l'échelle collective, c'est grosso modo la santé, la sécurité, la lutte contre les inégalités sociales et la protection de l'environnement, de la planète, qui sont devenues un peu des priorités à grande échelle. Et puis, je crois aussi une volonté pour tous les citoyens de participer vraiment à la création de ce monde un peu différent et plus résilient. Chez Orange, et alors particulièrement aussi à la direction du B2B d'Orange France que je représente, mais aussi dans une majorité d'entreprises du secteur B2B, il faut qu'elles démontrent aujourd'hui qu'elles ont des ambitions qui vont au-delà du profit. Je pense que c'est ça aussi qu'il faut qu'on arrive à montrer. Le profit, bien sûr, il est essentiel pour préserver les emplois, l'innovation, etc. Mais pas n'importe comment. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas n'importe comment, ni à quel prix, ni à n'importe quel prix. Il faut vraiment qu'elles puissent montrer qu'elles sont durables d'un point de vue social et environnemental. Et pour moi, une com responsable, c'est répondre à des critères justement de durabilité écologique, économique et forcément sociétale. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime bien savoir d'où viennent et comment sont conçus, par exemple, certains des produits que j'achète. Il m'est déjà arrivé de me poser la question, voilà, c'est quoi le cycle de vie de la nouvelle veste qui m'a tapé dans l'œil dans un magasin que je ne citerai pas. J'ai envie de savoir aussi comment les employés qui l'ont fabriqué ils sont traités dans les usines qui les fabriquent. Je crois qu'on est un grand nombre quand même de citoyens globalement qui a besoin d'obtenir des réponses qui satisfassent, encore une fois, qui sont en phase avec les valeurs qui sont celles d'aujourd'hui. Et nous, chez Orange, on veut vraiment, et les salariés veulent, nous, s'engager à être une entreprise citoyenne. Et c'est aussi ce qu'attendent nos clients et j'ai envie de dire nos actionnaires aussi. Voilà, donc, on a lancé un certain nombre d'initiatives. Par exemple, très récemment, The Green Act, vous avez peut-être entendu parler, qui est un programme de transfo pour l'environnement qui est censé accélérer la transition vers une croissance plus responsable et aller plus loin dans le domaine de la transfo numérique durable. Je pense aussi à un autre exemple récent, c'est une émission d'obligation durable qui permet de financer plusieurs projets de RSE. Ce sont quand même 500 millions d'euros, donc ce n'est pas une goutte d'eau, c'est quand même intéressant de le souligner. Et sur ces 500 millions, il y en a 40% de ces recettes qui vont être injectées dans des projets d'inclusion numérique et sociale, et les autres 60% sur des projets qui sont en lien avec l'efficacité énergétique et injectés dans l'économie circulaire. On sait qu'on a beaucoup à progresser dans divers domaines, dans l'environnement, on l'a affiché, le groupe Orange l'a affiché, la neutralité carbone, à aller chercher en 2040. Voilà, on a aussi le souhait d'innover avec nos partenaires et des clients sur des objectifs environnementaux, vraiment. Et peut-être vous donner encore un exemple, on a aidé une entreprise de gestion de l'eau à déployer une solution de compteur intelligent qui a entraîné, qui a permis de réduire considérablement les fuites et donc d'éviter le gaspillage d'eau, l'eau qui est si précieuse. Et quand même, pour le petit chiffre, ça représente à peu près 1 million de mètres cubes par an, ce qui n'est quand même pas anodin. Voilà. Et puis, peut-être pour finir, en interne, c'est vrai qu'on fait un travail vraiment depuis maintenant plusieurs années, donc c'est pas récent, de pédagogie
pour vraiment, et c'est ça où on a vraiment, la com responsable, elle est aussi là, vraiment en interne très forte, de pédagogie pour sensibiliser à tous ces enjeux et puis faire évoluer les comportements. Voilà, donc on a lancé pas mal d'animations vers les équipes avec une offre assez riche à travers des ateliers de fresques du climat, le passage d'un visa RSE, des animations zéro déchet, etc., etc. Et bien évidemment, ce n'est pas les seuls engagements, hein, au-delà des objectifs de l'engagement environnemental, il y a évidemment la réduction de la fracture numérique, et puis tout ce qui concerne la diversité et l'inclusion aussi. Voilà ce que je peux partager. Merci Noémie. Et ce que j'entends aussi dans ce que tu racontes, c'est peut-être une nouvelle façon de travailler, de bien vivre ensemble, de donner du sens. Enfin, voilà, le code a changé, on travaille différemment, et on accompagne une nouvelle façon de travailler ensemble autour d'une bienveillance. Oui. Suite à la pandémie, enfin, ça a changé un peu les natures de relations. Absolument, absolument. Ok, du coup, on enchaîne avec Milan. Milan, tu nous entends? Oui, je vous entends. J'espère que vous m'entendez aussi. Déjà, moi, je suis plutôt ravi je constate pour le coup une synergie de valeurs quand j'entends tout ce qui vient d'être dit, puisque notamment l'objectif 17 des ODD est lié à la politique inclusive. Donc finalement, on a un peu l'impression que les grands esprits se rencontrent, toute modestie gardée. Donc, je disais tout à l'heure dans la présentation qui fut succincte pour raison de contraintes horaires, mais que l'association que je représente aujourd'hui, sa mission principale, c'est l'accès aux droits des personnes. Et donc, je vais peut-être avoir l'impression d'enfoncer une porte ouverte en vous disant ça, mais l'accessibilité, notamment numérique, c'est un droit fondamental. Je ne sais pas si ça vous parle, mais vous avez par exemple l'article 9 de la CIDPH, la Convention internationale des droits des personnes handicapées, qui en fait mention, ou encore le TFUE au niveau de l'Union européenne, puisque vous savez sûrement que l'Union européenne doit veiller à ce qu'il n'y ait aucune discrimination qui soit liée au handicap dans la mise en œuvre de ces politiques publiques. Donc ça, c'est un premier sujet. Et précisément, au-delà d'un droit fondamental, eh bien, ça permet un meilleur accès, on va en reparler, je pense, tous ensemble, mais ça permet un meilleur accès à la citoyenneté. Et là, on a un vrai sujet, tous collectivement, je pense, à soulever, parce que vous avez le défenseur des droits qui, depuis 2017 maintenant, sort chaque année un rapport. Et donc, depuis plusieurs années maintenant, ce rapport, il fait mention que le handicap, c'est la première cause de discrimination en France, précisément en raison de la fracture numérique, et notamment liée à la dématérialisation, au plan gouvernemental 2022, notamment sur ces sujets. Et donc, c'est un vrai sujet. Et quand on regarde, on n'est pas bon. La France est classée 19e sur 27 au niveau de l'Union européenne sur l'accessibilité numérique. Au niveau des administrations publiques, seuls 4% des administrations publiques ont fait une déclaration de mise aux normes RGA1, qui sont les normes d'accessibilité en vigueur, en tout cas sur le territoire national. Donc, on n'est pas bon et on voit qu'il y a des progrès à faire et on va certainement en reparler. Là où c'est dramatique, c'est que finalement, on se rend compte de quoi? On a l'impression, en tout cas, on peut avoir l'impression, voilà, moi je suis en situation de handicap, je viens vous parler du travail d'APF France Handicap sur ces sujets. On pourrait avoir l'impression qu'on est sur un sujet qui est corporatiste. Mais ce n'est pas le cas. D'abord parce que si vous prenez ne serait-ce que le handicap visuel, vous avez 17% de la population mondiale qui est concernée. Vous avez presque 1 milliard de personnes à l'échelle mondiale qui est concernée par le handicap. Et on sait que 85% de handicaps sont acquis au cours de la vie, en situation professionnelle notamment. Vous n'avez que 15% qui sont de l'ordre de l'inné. Donc je ne veux pas donner trop de chiffres, mais ces chiffres-là, je vous les donne pourquoi? Parce qu'ils renvoient au fait qu'une personne sur deux peut être concernée par le handicap au cours de sa vie. Donc ce n'est pas du tout un sujet corporatiste, c'est presque plus un sujet finalement de progrès social. Et d'ailleurs, vous prenez l'exemple de ce qui se passe au Japon. Le Japon travaille beaucoup la question de l'accessibilité numérique. Pourquoi? Parce qu'ils ont 35% de population vieillissante. Et nous, c'est une problématique émergente aujourd'hui en France. Donc, on voit que la question de l'accessibilité numérique, ce n'est pas du tout un sujet corporatiste. Ça, c'est un premier élément que je pense qu'il est important de donner. Ensuite, effectivement, et là, je rejoins ce qu'a dit Madame Bastos tout à l'heure,
Comme quoi, quand je parlais de synergie de valeur, on n'est pas sur des éléments de langage, loin s'en faut. Mais sur la question de l'accessibilité numérique, on voit quoi? On voit que finalement, quand on va sur de la simplification au niveau du codage HTML, par exemple, sur des choses comme ça, on réduit aussi l'impact environnemental. On réduit l'impact environnemental et ça a des vraies retombées positives pour les entreprises. Quand vous faites un site qui est beaucoup plus simple, à la fois d'accès et de compréhension, finalement, vous améliorez le référencement naturel, la SEO de presque 30% pour certaines entreprises. Vous avez des entreprises comme Google qui sont, je sais que les GAFAM ont mauvaise réputation en ce moment, mais enfin, il n'empêche que Google, par exemple, quand votre site il est accessible, le référencement naturel, vous êtes beaucoup mieux identifié. Vous avez beaucoup plus de visites aussi, parfois plus de 10 000 visites supplémentaires mensuelles pour les entreprises qui sont engagées. Vous avez des réductions de coûts de l'ordre de plus de 60% dans l'entretien permanent des sites, et je pourrais continuer comme ça longtemps. Donc, ce n'est pas l'objet, si vous voulez, mais c'est pour vous dire que c'est à la fois un enjeu, d'accord, mais on a souvent tendance à le voir comme une contrainte, alors qu'en réalité, du point de vue de la citoyenneté, c'est positif. Du point de vue environnemental, c'est positif. Du point de vue économique, c'est positif. Et donc, si vous voulez, je pense que ce qu'il faut qu'on soit capable de dire sur un sujet comme ça, c'est qu'il faut inverser un petit peu le paradigme et se dire que ce n'est pas une charge, c'est une opportunité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, quand on regarde l'accessibilité numérique, on se rend compte que ce n'est pas une problématique tellement de moyens, c'est véritablement une problématique d'arbitrage, vous savez, en termes de choix en fait, d'affectation des ressources. Parce que sur le grossissement des caractères, sur le choix de la police, sur du sous-titrage d'images, sur une multitude comme ça, sur du code couleur, sur de la hiérarchisation d'informations, sur une multitude comme ça de critères qui sont extrêmement simples à mettre en œuvre, vraiment, la problématique, elle n'est pas financière. Et ce qu'on pourrait essayer de se dire, c'est que par exemple, vous savez que vous prenez un trouble qui est extrêmement répandu dans la population, qui est reconnu comme étant une situation de handicap par la loi de 2005, et un trouble pour lequel tout le monde pourrait se sentir concerné, sont les troubles 10. Vous prenez une personne qui est en situation de trouble 10, et vous lui donnez un texte à lire, elle est capable d'en déchiffrer à peu près 25%. Si demain on disait, pour les administrations publiques par exemple, tous vos sites, vous les faites en FALC, facile à lire et à comprendre, il a été prouvé, c'est pas moi qui le dis, c'est la science. Donc, moi j'invente rien, voilà. Vous mettez en FALC, pour une personne qui souffre de trouble 10, elle passe d'une compréhension de texte de 25% à 85%. Vous voyez la plus-value. Bon, ça on pourra s'en reparler, je ne veux pas être trop long. Mais voilà, je vous parle de ça. Il faut aussi, 2 derniers points très rapides, se dire que l'accessibilité numérique, oui, mais il faut aussi être doté de l'outil. Et aujourd'hui, on a tous l'impression que, oui, mais on vit quotidiennement avec l'outil, ce n'est pas un problème. Si, c'est un problème parce que vous avez 6,8 millions de personnes qui ne sont pas dotées de l'outil. Donc ça veut dire que demain, il faut réfléchir à des mesures. Est-ce que, par exemple, on ne va pas sur une TVA à taux réduit sur des produits qui seraient, qui seraient reconditionnés? Est-ce qu'on ne va pas, comme l'a proposé récemment le Sénat, sur la création d'un délit d'obsolescence programmée? Bon, tout ça, c'est des sujets qu'on doit collectivement avoir le courage de soulever. Et puis un dernier point, pour saluer mes chers amis d'Orange, c'est celui de la formation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, être doté de l'outil, oui, que l'outil soit accessible, oui, mais être capable de s'approprier l'outil pour être autonome et renforcer son pouvoir d'agir sur l'outil, ça reste aussi un sujet. Et ça, c'est ce qu'on fait notamment au niveau de nos délégations territoriales en Gironde, par exemple, avec Orange Solidarité. C'est-à-dire qu'on fait de la formation sur la gestion et l'appropriation de l'outil pour nos adhérents. Et ça, c'est d'ailleurs, je vous en remercie, parce que c'est un partenariat tout à fait qualitatif et efficient. Mais ça, c'est un vrai besoin. Mais là aussi, vous voyez, et j'en termine là, parce que vraiment, l'idée, c'est pas de faire un monologue loin de là, mais vraiment, là aussi, on peut aller plus loin. Parce qu'on se rend compte de quoi aujourd'hui? C'est que la formation, bon, c'est un sujet transversal, mais sur le numérique, c'est un sujet qui est particulièrement prégnant, et que demain, on pourrait par exemple se dire que dans les référentiels de formation de diplôme,
la sensibilisation à l'accessibilité numérique, elle doit être inscrite. Elle doit être inscrite. Voilà. Et encore une fois, il faut se dire que c'est vraiment une chance. Vraiment une chance. Typiquement sur l'emploi, aujourd'hui, l'emploi dans le numérique, c'est 750 000 emplois. Et vous prenez par exemple des profils type Asperger, on sait qu'avec l'informatique, voilà, vous n'aurez pas mieux en fait. Donc il faut arrêter de se dire que faire de l'accessibilité numérique, c'est une contrainte, parce que c'est vraiment une opportunité pour le monde de demain. Et nous, on le constate au quotidien, vraiment. Voilà, pas être plus long. Pardon. J'avais mon micro coupé. Excuse-moi, Milan. Merci, Milan. Du coup, il y a Change Now qui est bientôt prévu à Paris. Est-ce que l'APF est associée parce qu'il y a pas mal de projets de start-up justement sur le handicap pour améliorer d'applications pour améliorer l'accessibilité. Du coup, est-ce que vous êtes associé dans ces projets de construction avec les start-up ou la French Tech ce qui est sûr, nous on a un dispositif aussi qui s'appelle APF Lab où on a pour habitude de soutenir comme ça toutes les startups innovantes sur ces sujets. Et ce qui est sûr, c'est qu'on travaille aussi beaucoup avec les startups innovantes dans le sujet du numérique, notamment sur la formation. Je ne sais pas si vous connaissez les équipes de Florian Toax chez Alternadum, par exemple, mais qui travaillent beaucoup sur ces sujets et sur lesquels on est en lien étroit. Oui, donc tout à fait. Oui. Ouais, et comme tu es à Bordeaux, moi, il y a une institution que j'aime beaucoup qui sont les Cafés Joyeux. Absolument. Je sais pas que tu connais. On les salue. On les salue. Et pour tout le monde, en fait, ce sont des restaurants, enfin des brasseries qui ont décidé d'abord une philosophie d'être café joyeux. Le nom est très sympa et ce sont des jeunes autistes. Et puis nous, avec Orange, on est associé à la Fondation pour l'autisme, à la journée d'autisme et avec un challenge Orange Armor Cup qu'on monte. Et effectivement, ça implique surtout que le manager, il soit plus seulement manager, mais effectivement, il prenne en compte ces différences, quoi. En réalité, c'est une richesse. Voilà. Ah, pardon Thomas. Vas-y. Non, en réalité, ce qu'on observe, et c'est là où c'est très positif, et je ne veux pas venir sur des données chiffrées ou renvoyer à des études comme celle de France Stratégie ou autre, parce qu'on va dériver, ce n'est pas l'objet, mais typiquement sur ce que tu évoques, tu as parfaitement raison. On observe quoi en fait? On observe un glissement des pratiques managériales avec des pratiques qui sont beaucoup plus tournées vers le facility management et la co-construction en fait. Et ça veut juste dire qu'on est sur des choses où on se dit finalement, mais finalement, l'entreprise a des besoins et quelles sont les compétences, presque plus des soft skills en fait, quelles sont les compétences de la personne et comment elles peuvent s'intégrer durablement dans l'entreprise. Et on co-construit en fait avec le salarié la place qu'il va occuper demain dans l'entreprise. Ça renforce le pouvoir d'agir. Ça ne supprime pas du tout les liens hiérarchiques ou autres. Je ne veux pas perturber les garants des pratiques conventionnelles, mais c'est plutôt finalement sortir d'un lien. C'est vraiment, c'est vraiment être dans la co-construction du facility management. Et ça, c'est le management de demain, en fait, vraiment. Et typiquement, c'est ce qu'on observe avec Café Joyeux, c'est ce qu'on observe avec une multitude d'entreprises, Nova Sanco, en entreprise adaptée ou autre. Vraiment. Nova Sanco, d'ailleurs, qui sont spécialisés dans l'accessibilité numérique. Donc, vous voyez comme quoi le monde est petit, mais voilà, vraiment, c'est des choses qui sont émergentes et qui fonctionnent très, 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 très bien sur le facility management, sur les soft skills. Ça devient vraiment un facteur d'intégration socio-professionnelle pour nos publics. Ouais. D'accord, merci. En tout cas, ça réagit bien sur le chat autour des Cafés Joyeux. Merci à Sylvie Soria, Emmanuel Pierga, que je salue, qui est devenu Women Santé, notre Women Santé de référence. Voilà. Donc, du coup, et puis Isabelle Simon qui nous précise qu'il faut suivre la Handitech. Je ne connais pas, je vais regarder handitech.fr. Je ne sais pas si tu connais, Milan, moi je ne connais pas. Voilà. Bon. Je connais on enchaîne. Nom, effectivement. Ouais. On enchaîne, Luc. Enchaînons, Milan, en tout cas, je bois tes paroles. J'étais assez longtemps président d'Orange Solidarité, donc tout ce que tu décris me parle très très fort. Et je vais être un petit peu polémique, mais Fabrice a dit tout à l'heure, les organisations font toutes le max. Non, je pense pas du tout, en fait. Je pense exactement l'inverse. Je pense qu'elles font pas le max et que, pour reprendre les termes de Milan, on n'est pas bon. Et on n'est pas bon sur plein de dimensions. Et si les entreprises faisaient le max en France, ça se verrait dans les classements, ça se verrait quand on fait le tour du monde, comme je l'ai fait dans 30 pays. On se dirait, franchement, ailleurs, c'est des arriérés.
on montre la voie. Désolé, on est plutôt à la ramasse sur beaucoup de sujets de management, sur beaucoup de sujets d'inclusion et sur beaucoup de valeurs de transparence et de vérité dans les organisations. Il y a beaucoup de masques en France, il y a beaucoup de verticalité dans le management, il y a beaucoup de relations parents à enfants au lieu de adulte à adulte dans les relations professionnelles en France. C'est culturel. Et je pense que ça va se transformer vite, mais pour l'instant, c'est encore très, très ancré dans le patrimoine des entreprises françaises, malheureusement. Alors après, une remarque d'ordre général, je pense, mais on est de plus en plus nombreux à le penser, que les entreprises, qu'elles le veuillent ou non, sont des acteurs politiques. Pas politiciens, hein, politiques, au sens noble du terme. Pour quelle raison? Une entreprise prend des décisions tous les jours. Elle fait des investissements. D'ailleurs, comme les États en général, pas seulement celui de la France, sont ultra endettés, ils ont une capacité d'action, en plus ils ont beaucoup de bureaucratie et de technocratie, donc ils ont une capacité d'action qui est très limitée. C'est probablement d'ailleurs pour ça que l'État français fait tant appel au Conseil, c'est pour trouver un peu d'agilité, parce que c'est tellement lourd à faire bouger l'État que c'est compliqué. Donc les véritables acteurs politiques dans la société aujourd'hui, celles qui changent le réel du jour au lendemain, hein, littéralement, ce sont les entreprises. Parce que les entrepreneurs, ils peuvent prendre une décision du jour au lendemain, ils peuvent dire, en écoutant Milan un jour dans une conférence, bah oui, c'est vrai qu'on est nul sur l'intégration des handicapés, et on va décider de s'y mettre, et on va traiter le sujet au cœur, et du jour au lendemain, quasiment, ils peuvent décider de changer le réel. C'est vrai sur des dimensions de souveraineté, sur plein de choses. Donc, de ce point de vue-là, parce que la puissance économique est du côté des acteurs privés, des acteurs économiques, ces acteurs sont des acteurs politiques de facto. Et comme ce sont des acteurs politiques, soit sans le savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, soit en l'assumant et en ayant une raison d'être, en devenant une société à mission, en devenant une bicorp, en devenant ce que vous voulez, eh bien, en l'assumant, on oriente la politique. Et on fait que le marketing et la communication qui le sous-tend sont consubstantiels de ce qui se passe dans l'entreprise, de son projet, de ce qu'elle veut amener au monde. Est-ce qu'elle veut améliorer la société, oui ou non? Est-ce qu'elle veut améliorer l'environnement, oui ou non? Qu'est-ce qu'elle fait pour ça? Quelle est la raison d'être de l'organisation? Quelle est sa mission? Et une fois qu'on a défini ça, comment ça se décline en objectifs stratégiques et des objectifs stratégiques en résultats clés extrêmement clairs, limpides. Et ce qui n'est pas simple et limpide et compréhensible, les talents fuiront ces organisations parce qu'elles n'assumeront pas leur dimension politique au sens, encore une fois, noble du terme. Alors après, pour donner quelques chiffres extrêmement récents, je vais m'appuyer sur l'étude de KPMG qui s'appelle CEO Outlook. Donc, c'est une interrogation de dirigeants qui est sortie il y a quelques semaines, il y a quelques jours. 64% des dirigeants considèrent aujourd'hui la raison d'être de l'entreprise comme l'axe directeur de leur stratégie pour créer de la valeur sur le long terme. Donc, on n'est pas sur le quarter, sur le trimestre, on est sur plusieurs années. D'ailleurs, vous avez suivi, by the way, que beaucoup d'entreprises qui ont de l'ambition se détournent de la bourse. Elles n'ont pas envie d'être emmerdées, excusez-moi, à fournir des justifications sur leur action au trimestre. Elles veulent livrer des choses qui impactent sur 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et pour la visibilité des VC les plus ambitieux, c'est plutôt du 7 ans. D'ailleurs, dans plein de pays européens, comme en Allemagne, comme au Danemark, comme dans l'Europe du Nord, il y a des fondations patrimoniales qui sont des structures financières qui permettent de soustraire le focus des organisations et des entreprises au trimestre, qui est délétère, et de lui donner de la visibilité, d'être capable d'investir sur le moyen long terme et de changer les choses véritablement, de changer la société positivement. Ça, c'est une première chose. Ensuite, 30% des dirigeants prévoient d'investir plus de 10% de leurs revenus, des revenus de leur entreprise, dans la transformation vers un modèle plus durable. Et puis, je donne encore un chiffre et puis 2 chiffres et je m'arrête. 81% des dirigeants mondiaux
considèrent que la pandémie a renforcé leur attention sur la composante sociale de leur programme ESG. Et dernier chiffre, pardon, un dirigeant sur deux affirme qu'une entreprise inclusive et diversifiée attire davantage les talents de la génération Z et les millennials. Voilà, donc tout ça, c'est extrêmement tangible, extrêmement concret. Aujourd'hui, on voit qu'aux États-Unis, il y a un big quit, une big resignation. Les gens fuient les entreprises toxiques ou qui n'assument pas leur dimension politique ou qui n'alignent pas leurs actions avec ce qu'elles racontent. Et donc, la communication responsable, ça veut dire, petit 1, tomber les masques, c'est-à-dire que si vous continuez à faire du washing demain, vous le paierez cash parce que ce sera intolérable. Et comme tout finit toujours par se savoir désormais grâce à Internet, tout washing sera payé cash. Et donc, il faut tomber les masques. Et en termes de management, pour reprendre les termes de Milan, il y a beaucoup de choses à revoir parce que les masques, il y en a plein dans les entreprises en général et en particulier en France. Donc, tomber les masques, aligner ce qui est dit à l'extérieur et ce qui est dit à l'intérieur avec ce qui est fait. Et j'ai adoré ce qu'a dit Fabrice là-dessus, je crois que c'est Fabrice qui l'a dit, ou c'était Noémie, je ne sais plus, excusez-moi, mais c'était c'est pas grave de ne pas être parfait, personne ne l'est, et ceux qui disent l'être sont des menteurs et des mégalos. Donc, nous ne sommes pas parfaits. Par contre, ce qui va être acheté par les talents pour rejoindre une organisation ou pour ne pas la quitter, ce qui est encore plus important, fidéliser, hein, c'est justement la capacité de cette organisation à projeter un objectif, une mission d'entreprise, un projet qui est clair et qui dit, voilà, nous ne sommes pas parfaits, mais voilà ce vers quoi on veut aller. Et donc, c'est très important de pouvoir communiquer ça. Et assumer l'imperfection, assurer sa vulnérabilité, ses faiblesses, c'est fondamental. Nous sommes tous imparfaits, faibles, et on fait plein d'erreurs tous les jours. Et c'est d'ailleurs par ces erreurs qu'on arrive à s'améliorer et petit à petit à devenir de plus en plus authentique. Hein. Et c'est très important. Je préfère d'ailleurs le terme d'authenticité au terme de sincérité, parce que sincérité voudrait dire que déjà il y a un problème d'insincérité, ce qui quand même pose un problème intellectuel majeur selon moi. Et puis une dernière chose, je pense que tout ça, ça ne peut pas se cantonner à la com. On ne peut pas dire voilà, on veut améliorer l'impact écologique et acheter des mangroves au Mexique ou en Amérique du Sud. C'est juste, ça ne le fait pas. C'est intolérable. Et finalement, vous pouvez acheter des milliers d'hectares de mangroves et continuer à polluer massivement la planète. Et donc, effectivement, dans ce cadre-là, on passe complètement à côté de l'objectif. Donc, ce qu'il faut, c'est voir quel est l'impact sur les business models et s'attaquer au cœur du réacteur. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça change concrètement d'avoir un impact social? L'exemple des cafés joyeux est génial, j'adore. Je suis un client fidèle. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire en impact écologique concrètement? Et donc, vous avez une organisation qui s'appelle la Convention des entreprises pour le climat, qui n'est pas une organisation politique, hein, qui est une non-profit issue du monde privé. Moi, j'adore ça parce que c'est quand même des entrepreneurs qui ont décidé de se bouger sur le sujet et qui se disent, oui, les accords de Paris, on va les tenir, mais on va les tenir vraiment dans nos entreprises. Et ils sont 150 entreprises aujourd'hui et ils représentent 500 000 salariés. Donc, c'est significatif. Et je peux vous assurer que tenir les entretiens de Paris, c'est extrêmement exigeant. C'est-à-dire que la première année et la deuxième année sur votre plan, vous arrivez à faire facilement parce que vous coupez certains voyages en avion, vous recyclez certaines choses, etc. Donc, c'est assez facile. À la troisième année, vous commencez à attaquer l'os. Donc, il faut changer. Et c'est ça qui est très intéressant aujourd'hui. C'est une révolution copernicienne. Il faut changer la façon même dont on fait le business. Hein, c'est l'exemple très simple de je vends des pneus, donc plus je vends des pneus, plus je fais de chiffres, et plus les pneus ont une obsolescence programmée, pour reprendre le terme de Milan, plus je fais de business. Et donc ça, c'est insupportable. Donc demain, c'est comment j'arrête de faire des pneus qui sont jetés dans la nature une fois qui sont rendus à un recycleur une fois que j'ai terminé, mais comment je vends plutôt du roulage au kilomètre et comment je m'assure de tout le cycle de ça. Et ensuite, socialement, il y a d'autres manières de voir
le capitalisme. Et moi, je suis libéral de confession économique, hein, donc je vous le dis tout de suite, je ne suis pas un révolutionnaire, mais on peut quand même faire nettement mieux que ce qu'on voit aujourd'hui. Vous prenez l'exemple de partage du capital, une société comme Armor, par exemple, Hubert de Boisredon, c'est un gars, il y a quand même les salariés qui possèdent massivement, qui contribuent massivement à détenir le capital de l'entreprise. C'est des choses inspirantes. Vous avez des DAO, d'ailleurs, les Decentralized Autonomous Organizations sur la blockchain aujourd'hui, qui permettent maintenant de distribuer le capital à potentiellement des milliers de personnes. Donc tout ça est nouveau, tout ça arrive très fort. Il y a des exemples. Également en matière de transparence, vous avez des sociétés comme Alan, comme Shine, comme Buffer, et je pourrais en citer plein, qui ont une transparence qui va jusqu'à partager 100% des salaires de la société publiés sur le site web, pas sur le site intranet. Vous vous rendez compte le niveau de transparence de ces boîtes-là? Je m'arrête là parce que tous ces principes sont des indicateurs avancés d'amélioration de management dont on peut s'inspirer. On n'est pas obligé de tout faire d'un coup et de toute façon ce serait fatal, mais encore une fois il y a beaucoup de choses à faire, et en particulier en France je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Les prises de conscience sont faites maintenant, le Covid a permis ça, mais on a beaucoup de travail devant nous. Merci Luc, c'est passionnant. Malheureusement, on n'a qu'une heure ensemble, donc on va essayer d'accélérer dans nos réponses pour laisser parler tout le monde. Luc, je voudrais juste revenir sur ta gestion des talents, ta vision de la gestion des talents. J'ai noté, un peu dans la presse et dans ce que tu postes aussi sur les médias sociaux, il y a un phénomène de grande démission. Comment faire pour attirer à nouveau des talents? Est-ce que c'est face à la raison d'être, l'absence de raison d'être ou l'envie de changer de vie? C'est quoi votre analyse sur ce phénomène au niveau de l'action? J'ai déjà dit beaucoup de choses. Les talents, en fait, aujourd'hui, l'INSEE dit qu'à partir de Bac+2 et au-delà, on est en chômage résiduel en France et à peu près en Europe. Donc, en gros, les talents qui ne sont pas contents, ils vont bouger. Et donc, les entreprises qui n'ont pas compris ça, elles vont se trouver fort dépourvues parce que les talents vont bouger. Ça, c'est une certitude. Et entre guillemets, les plus mauvais vont rester. Mais les meilleurs, de toute façon, eux, ils vont bouger. Et ils vont bouger pourquoi? Parce que les relations, encore une fois, de petits chefs au travail sont plus admissibles aujourd'hui. Donc, ils cherchent des organisations qui décentralisent l'autorité, qui leur laissent une marge de manœuvre. Moi, je vais vous dire un truc très simple. Est-ce que le soir, quand vous rentrez chez vous, tous ceux qui sont connectés à cette vidéo, vous avez la possibilité de vous dire « Ma journée a eu un impact sur mon équipe, mon équipe a eu un impact sur l'organisation et mon organisation a eu un impact sur le monde. » Est-ce que vous êtes capable de vous dire ça régulièrement? Je ne suis pas sûr. En tout cas, moi, qui ai une longue expérience en grand groupe, je n'étais pas toujours capable de me dire ça. Et donc, je pense que ce qui est important, c'est de retrouver le sens au travail, mais le sens du bon sens paysan. C'est-à-dire, quand je rentre chez moi, quand j'ai fini ma journée, est-ce que je suis capable de me dire « ma journée a été décisive », pas forcément sur des trucs gigantesques, hein. On ne parle pas de la paix dans le monde ou de la fin de la fin dans le monde. Mais est-ce que j'ai été capable de changer quelque chose sur mon périmètre, sur mes responsabilités, fut-il petit? C'est ça que les gens veulent retrouver. C'est quand je me lève le matin, je sais que ça va servir à quelque chose, que je ne suis pas un engrenage de plus dans une espèce de pompe à Shadok gigantesque qui multiplie les rouages et la perte de sens totale. Et donc ça, c'est ça qui est important. C'est pour ça que les grandes organisations perdent de plus en plus en traction et en capacité d'attraction. Les corporate, les graduate programmes, c'est les programmes de drague des meilleurs diplômés de la planète. Quand vous voulez recruter des gens des écoles centrales, de l'ESSEC, d'HEC, de Harvard, etc., quand vous êtes un grand groupe, vous faites des graduate programmes. Donc, vous essayez de les draguer. Moi, je rencontre des DRH de grands groupes, pas seulement en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suisse, en Belgique, qui me disent nous, vos trucs de nouveaux types de management, on n'y comprend pas grand-chose, mais ça nous intéresse. Je dis, ah bon, et pourquoi? Eh ben, dans nos graduate programmes, il n'y a plus personne qui veut venir. Plus personne ne veut venir travailler chez nous. C'est pas, il y en a moins. Ils ne veulent plus du tout venir chez nous. Donc, et là, je vous parle de DRH de grandes banques européennes qui sont au COMEX.
des organisations de plusieurs dizaines de milliers de salariés. Plus personne ne veut venir bosser chez eux. Et donc, ils disent, aidez-nous, comment on fait? Comment on fait pour réexpliquer qu'on a la capacité, quand on travaille chez nous, de plus être un rouage totalement anonyme, mais d'avoir de l'impact. Voilà, je m'arrête là. Merci Luc. On va accélérer un peu. Noémie, quand on parle de com responsable, il y a aussi des partenaires responsables avec nous. Je crois que Orange s'engage, mais pas tout seul dans cette aventure. Sur le sponsoring sportif, on est vigilant de la communication responsable avec Orange. Ouais, alors sans transition, après ce que vient de dire Luc, pas facile de passer à ce sujet, mais on en reparlera, peut-être on répondra aux questions. Je n'ai pas encore regardé dans le chat, mais oui, en effet, c'est vrai qu'on s'est... Il y a beaucoup de réponses. D'ailleurs, Isabelle, elle parle des Shadocks. Elle parle des Shadocks, ok, j'ai hâte de voir ça. Donc, je vais essayer d'aller vite rapidement sur cette question. En effet, on se positionne quand même, nous, Orange, comme pour un sponsoring responsable. Alors déjà, chez Orange, on est tous des grands sportifs, hein, tout le monde le sait. Non, je plaisante, c'est pas vrai. Surtout toi, Thomas, non. Non, mais juste un petit exemple. On a eu la chance de pouvoir compter sur les volontaires RSE, justement, et des coachs dans nos équipes qui nous ont permis de maintenir un lien social fort pendant tous ces mois et ces années, donc fort et sportif. Donc chacun, même en situation de handicap, est en capacité de pouvoir y participer. Donc avec nos salariés, donc maintenir ce lien et donc pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important, l'inclusion par le sport, vraiment. Et sur la question du sponsoring responsable, donc oui, Orange en tant que partenaire de la future Coupe du Monde, donc de l'année prochaine, en 2023, et de Paris 2024, on affiche vraiment une charte éthique, responsable et durable. En tout cas, on essaye. Donc, on va essayer d'être, si j'en crois ce que disait Luc, on va essayer d'être en phase avec ce qu'on annonce. Et puis, on a lancé des opérations d'inclusion et de sport pour tous. On l'a fait et on va continuer à le faire. Vraiment, on souhaite le multiplier de plus en plus avec du marathon, du rugby féminin, du rugby en fauteuil, le marathon pour tous, et puis aussi des courses pour des causes qui tiennent à cœur, comme Odyssea, donc, qui concerne la lutte contre le cancer, etc. Ces opérations, on peut les mener parce que justement, on peut compter sur nos salariés qui sont engagés. Parce qu'on a aussi, je pense, chez Orange encore dans notre ADN finalement ce positionnement un peu de mission de service public, quoi qu'on en dise, même si aujourd'hui, on n'a plus la même image qu'on a pu avoir par le passé. Malgré tout, on l'a vu pendant la crise, on était un opérateur d'importance vitale, c'est comme ça qu'on nous a appelés. Donc voilà, on a quand même cette mission, je trouve, service public qui nous reste malgré tout très, très imprimée. Et donc pour en revenir à ces partenariats, ils ont pu se concrétiser finalement parce qu'on a su répondre à des cahiers des charges qui ont beaucoup évolué, vraiment énormément, plus stricts et beaucoup plus exigeants en matière de RSE. Et c'était pas trop tôt, j'ai envie de dire. Parce que pour prendre l'exemple du comité d'organisation de la Coupe du Monde de rugby 2023, il va mettre en place des mesures concrètes. En tout cas, c'est ce qu'il affiche en termes de responsabilité sociale, d'inclusion et de développement durable. Et les partenaires doivent y répondre. Ça, c'est essentiel. Et il y a vraiment une prise de conscience, je pense, aujourd'hui, dans ces organisations. Et forcément, on ne peut pas le faire si on ne le fait pas tous ensemble. Je reviens à ce que je me rappelle tout ce que Luc disait tout à l'heure. C'est vrai que les grands groupes ont intérêt à montrer aussi finalement que ce ne sont pas que de belles paroles, mais que ça se traduit aussi dans les actes. Mais ça fonctionne aussi parce qu'à un moment, la chaîne s'imbrique avec les différents maillons. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment une vraie prise de conscience dans ce type d'organisation et dans ces sponsoring. Pour nous, ça en fait partie vraiment. C'est aussi pour ça qu'on y va, parce que c'est des événements qui sont mondiaux, qu'il s'agisse de Paris 2024 ou du rugby, et que il y a beaucoup de gaspillage, on le sait. Voilà, des déchets absolument partout. Il y a des mégots absolument partout. Pour donner un petit exemple sur le rugby, ils vont collecter les mégots
qui vont être dépollués et ils vont en faire des bancs. Ils vont transformer et en faire des bancs avec, qui seront ensuite offerts aux clubs amateurs. Donc, il y a, voilà, ou bien fabriquer juste des médailles recyclées. C'est pas en soi, c'est pas des trucs qui sont absolument fous, mais je trouve que c'est déjà, voilà, contribuer aux engagements que l'on prend. Et que je pense qu'il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui qui existe. Et j'ai envie de dire, moi, il y a 10 ans, je ne sais pas vous, mais moi, je n'aurais pas pu l'imaginer, très sincèrement. Voilà, peut-être un autre exemple par rapport à Paris 2024, où il y a aussi une vraie prise en compte des enjeux climatiques et environnementaux. Eh bien, ils ont pris, et ça, ça m'a touchée. On parle de sobriété. J'ai trouvé que l'initiative de réutiliser ce qui était déjà construit et de ne pas repartir dans ce qu'on a pu voir dans le passé, je ne veux pas parler des choses au Qatar, etc. Mais en tout cas, toutes ces constructions qui finalement ont fini par décrépir complètement, là, c'est vraiment, ce ne sera pas le cas. Donc, il y aura une vraie réutilisation finalement des bâtiments déjà existants. Et les seuls bâtiments qui seront construits finalement, qui sont le village olympique et paralympique dans un écoquartier du futur en Seine-Saint-Denis, premièrement, et ensuite un centre aquatique. Finalement, ils vont répondre, si je prends l'exemple du centre aquatique et des 3 piscines, ils vont répondre au fait que c'est un département qui est sinistré en termes de piscines, où il y a énormément de noyades parce qu'il y a parce qu'en fait, il n'y a pas la possibilité d'envoyer les écoliers apprendre à nager, et que je trouve que voilà, la boucle est vertueuse, et je trouve que c'est hyper intéressant, et nous, Orange, on est très fiers d'y participer. Merci Noémie. Milan, juste, on parlait de sport pour tous rapidement parce qu'il nous reste 9 minutes. Est-ce qu'on fait assez de choses pour la jeunesse et le handicap avec la APF ou... J'ai mis un petit commentaire justement dans le chat où je m'autorisais à vous féliciter pour le travail qui était fait, notamment sur le territoire de la Gironde. On est un des départements qui est le plus labellisé du label Sport pour tous, c'est-à-dire Handivalide pour une pratique sportive partagée, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et effectivement, l'idée qu'on peut nourrir, en tout cas, c'est que des initiatives comme la vôtre, comme celle-là, des initiatives conjointes, peuvent permettre progressivement, parce que c'est un véritable enjeu de santé publique, et permettre finalement, in fine, un glissement du curatif vers le préventif, tout en responsabilisant aussi les acteurs et en rendant peut-être chacun beaucoup plus proactif dans la gestion de sa santé au quotidien. Voilà, parce que on sait qu'aujourd'hui, les personnes en situation de handicap sont totalement exclues des politiques de prévention de santé publique, et l'accès au sport pour tous est une belle réponse, il me semble, effectivement. Et puis je pense que vous travaillez également pas que sur le handicap moteur, vous avez également les seniors de lesquels vous occupez, de la jeunesse en difficulté. Enfin voilà, c'est plus large que uniquement le handicap. C'est l'inclusion sociale au sens large. Bien sûr. Alors, d'abord, on s'occupe de tout handicap, et pas uniquement des personnes en situation de handicap moteur, comme ce fut le cas historiquement. Et ensuite, là où vous avez tout à fait raison, Thomas, et où je vous rejoins, c'est que la majorité des thématiques que l'on traite au quotidien sont des thématiques en réalité de progrès social, notamment sur l'accessibilité. Ça nous permet aussi de répondre pour les femmes enceintes. Ça nous permet aussi de répondre à la problématique, comme je l'évoquais, d'une population vieillissante, et on sait que c'est le cas de la France. Donc effectivement, il y a énormément de sujets qu'on traite qui sont des thématiques tout à fait transversales. Rassurez-vous Thomas, on continuera. Merci Luc. Merci Milan, pardon. Luc, je vois le temps. Il y a une personne qui fait du tam-tam, ou je sais pas. Voilà. Luc, il y a quelque chose que tu as oublié de dire tout à l'heure, rapidement, à partager avec notre public. Ce que je pense, c'est que les disruptions dans le monde économique sont quand même hyper violentes, hyper rapides, et que les entreprises qui sont traditionnelles, qui fonctionnent sur un modèle traditionnel et qui n'ont pas la conscience de ce qui est de la vitesse à laquelle les choses changent, sont vraiment en grand danger. Et je pense que la révolution industrielle de l'Internet
donne un coup de fouet gigantesque à ce que je décris. Et puis la pandémie couplée à ça, ça nous a fait gagner de nombreuses années d'un coup. Vous vous souvenez tous, hein, c'est peut-être un lieu commun, mais je vais quand même le redire parce que on a tendance à plus s'en souvenir. Mais avant la pandémie, moi je sais que je faisais des visios tous les jours parce que la plupart de mes contacts ne sont pas français. Et quand j'essayais de faire des visios avec les Français avant la pandémie, bon, dès que la personne était d'un certain niveau, c'était même pas la peine. Elle ne savait même pas ce que c'était une visio. Ça, c'est derrière nous, hein. Mais ça s'est réglé pas en 48 heures, mais presque. Donc tous ceux qui disent oui, mais c'est pas possible, attention, c'est-à-dire que donc là, je viens de publier, par exemple, si vous tapez dans Forbes mon nom avec DAO, Decentralized Autonomous Organization, un article qui explique comment maintenant on peut, n'importe où dans le monde, faire une entreprise avec des règles de gouvernance partagées, une décentralisation qui va jusqu'au capital, sur un support technologique blockchain et avec des frameworks de gouvernance partagée de type organique organisation, qui sont des frameworks que j'ai beaucoup décrits, notamment dans mon dernier bouquin, l'entreprise nouvelle génération. Et ça, aujourd'hui, d'ailleurs, je pense qu'on est en train de passer de entreprise à un nouveau concept qui n'est plus ni une entreprise, ni une association, ni un profit, ni un non-profit, mais plutôt une communauté. Donc, on est probablement en train de rentrer à grande vitesse dans une nouvelle notion, qui est la notion des communautés. Et ces communautés, elles vont s'organiser, elles vont s'appuyer sur la capacité de donner des missions à des gens qui ont des compétences et qui les évaluent sur des plateformes. Donc là, vous voyez venir le sujet des slashers, etc. Et donc, ça c'est quand même des mouvements qui aujourd'hui sont plutôt des signaux faibles, mais qui peuvent quand même renverser beaucoup de situations établies dans le monde dans lequel on vit. Et moi, je pense qu'à partir du moment où on est nombreux dans des communautés, l'intelligence collective veut faire le bien plutôt que le mal. Voilà. Pour le dire simplement. Merci Luc, nous en sommes convaincus. D'ailleurs, c'est pour cela que nous avons créé le Club Comme B2B avec vous tous et nous sommes une approche communautaire de partage de bonnes pratiques. Et d'ailleurs, nous avons une belle annonce à vous faire parce que effectivement, c'est la première fois depuis 2 ans, je crois qu'on n'est pas confiné au mois d'avril. Donc ça fait du bien. Du coup, ce qu'on voudrait, c'est au 1er juillet, on vous convie tous à un événement hybride, le premier du Club Comme B2B qu'on est en train de co-construire avec Noémie et Fabrice et le CFPJ et à Bwise Digital. Et effectivement, on va faire une journée hybride parce que tout le monde ne pourra pas être présent à Bridge, à Paris, au siège social d'Orange. Et on annonce un super casting qu'on est en train de réaliser. Je crois que Cécile Tellier qui nous écoute a accepté de participer, hein, Fabrice. Et Fabrice, comme je ne t'ai pas laissé beaucoup parler, je te laisse le mot de la fin, peut-être, en conclusion. Bah, écoutez, c'est sympa. Moi, j'ai bu vos paroles et j'aime beaucoup quand on est d'accord et pas d'accord, parce que c'est la vraie vie. Moi, ce que je voudrais dire, c'est je vous félicite aussi pour le langage clair, hein, ça a été exprimé par les uns et par les autres, le FALC. Il y a beaucoup d'organisations comme la Banque Postale, Generali, etc., qui prennent les normes B1. Moi, je vois beaucoup de progrès. Alors, c'est vrai que je suis très optimiste de nature, je suis un peu naïf, etc., et je n'ai pas ton expérience, Luc, sur l'international. Mais quand même, je vois beaucoup d'organisations bouger et je vois beaucoup d'entreprises qui peuvent décider du jour au lendemain de mettre une politique qui, au bout de 12 mois, 24 mois, a des effets tout à fait concrets. Donc voilà, au quotidien, encourageons ça. Pour les directions de la communication qui nous écoutez, vous ne perdez pas votre temps à vous battre pour vraiment lutter pour annoncer ce qui est de la com et pas de la com. Ça fait aussi partie de notre responsabilité. Ça fait partie de la com, voilà, moteur de transformation. Et vous avez un rôle primordial à jouer en communication claire, en langage clair, avec des KPI, en apportant des preuves sur ce qui a été fait dans les organisations, en poussant vos comités de direction à aller plus loin. Je rejoins Milan et Luc. Hein. Moi, comme vous le savez, je suis bénévole aussi aux Apprentis d'Auteuil depuis 12 ans sur des sujets de communication. Donc, tous ces sujets-là sont permanents, etc. Et on ne fait jamais assez. Voilà. Mais je sens que le monde est en train de bouger et quand même un peu dans le bon sens. Donc, allons-y gaiement. Voilà, super. Merci beaucoup. Merci Fabrice. Et je crois que notre prochain rendez-vous, c'est un webinaire Club Com B2B sur la com de crise ou crise de com.
Si je me Prise de souviens. com, absolument, tout à fait. Voilà. Vaste sujet également. À très bientôt. Merci pour votre participation et Merci. bon week-end à toutes et à tous. Et allez Au voter, revoir. hein, c'est fait partie de la com responsable. Pour qui vous voulez, mais allez voter. Ça n'engage que toi. Voilà. Et bon Bonne week-end à journée. tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.